Merci de nous rejoindre dans la discussion de ce soir, mesdames et messieurs. Eh bien, ce soir, notre regard est tourné vers le 1er août 2025. Cette journée célébrant l'indépendance de notre pays marque le dernier défilé du président Patrice Talon en tant que chef de l'État en exercice. C'est donc son dernier 1er août à la tête du pays. Ce soir, nous voulons nous intéresser à ce que cela peut représenter pour les Béninois, le citoyen lambda et également pour toute la classe politique. Un dernier tour qui lance le compte à rebours, c'est l'interrogation. En deuxième temps, nous nous intéressons ou nous écouterons donc l'analyse de nos invités sur cette troisième voie qui se propose en alternative à la bipolarisation de la classe politique, une troisième voie sans voix ou une troisième voie qui est la voix. On en parle avec vous, Roméo Aïssegbe, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle. Bonsoir, téléspectateurs. Mohamed Saïti, juriste, bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle. J'espère que vous portez bien. Très bien. Et enfin, Dean Arekba, vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Angèle. Allez, on va commencer ces échanges par le tout premier sujet introduit. Roméo Aïssegbe, le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin sera le tout dernier pour le président en exercice en tant que chef de l'État. Nous parlons de Patrice Talon. Un dernier tour pour lui qui peut-être lance le compte à rebours. Oui, déjà reconnaissons que c'est une joie immense pour notre nation. Une fois dans le calendrier, quand nous tombons sur le 1er août, naturellement depuis 65 ans, mais plus particulièrement, nous savons aussi que tel que célébré dans bon nombre de pays, c'est l'occasion pour le pays de montrer une certaine prouesse, n'est-ce pas, notamment en matière de défense et de sécurité, à travers les ressources humaines et les matériels dont dispose chaque nation souveraine. Et depuis 9 éditions dernières, nous avons assisté progressivement à un relèvement du niveau de cette fête-là. Et je vois d'une certaine manière, à travers cette 65e édition, qui se trouve être la dernière pour le chef de l'État en tant que président de la République, et que cela va laisser un arrière-goût tant agréable et mitigé pour beaucoup de personnes. Je ne doute pas du niveau, n'est-ce pas, plus élevé que ce que nous avons vécu l'année dernière, que nous allons vivre. Mais je trouve en même temps que ça va relancer des questions au niveau de toute la société, toute classe comprise. À quoi allons-nous assister après le départ de M. Patrice Talon? Donc du coup, vous comprendrez aisément avec moi si je vous dis que sur ce 65e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale de notre pays, bon nombre de populations, en lieu et place de penser à la fête véritablement, sera focalisé sur cet homme-là qui constitutionnellement va quitter le pouvoir. Et donc, c'est tellement que dans les pensées, les questions, dans les cœurs et tout ça, les Béninois et Béninoises, que ce soit ceux résidents ou de la diaspora, cette fête représente pour nous une forme d'adieu à notre chef d'État. En même temps, nous plonge dans une réflexion de à quoi allons-nous, à quelle sauce allons-nous être mangés après cette édition. Mais néanmoins, je peux dire quand même que dans le contenu même de la fête, c'est aussi dans ce contexte un peu critique pour la sécurité nationale, à savoir... On reviendra peut-être sur ces éléments. Mohamed Saïti, la même question. À quelle sauce allons-nous manger? Ce sera la question qui va occuper les esprits malgré la fête le 1er août. C'est la dernière d'une ère. Patrice Talon s'en va. On va dire que c'est la dernière célébration. Nous aimerions à l'avenir, à défaut d'avoir ce que nous avons,
à défaut d'avoir mieux, que nous ayons ce à quoi nous sommes habitués depuis bientôt quelques années. C'est du beau qui se présente et nous espérons que l'avenir ne nous dira pas le contraire. Nous allons espérer que l'avenir va nous habituer, va nous permettre également de vivre ces moments. Mais, Madame Angèle, je n'aime particulièrement pas qu'on parle de fête de l'indépendance. J'aimerais plutôt qu'on parle désormais de la fête nationale. La fête nationale, c'est plus reluisante. C'est la fête qui va réunir tous les Béninois sans conviction religieuse, sans appartenance de tel ou de tel bord. C'est la fête de tous les Béninois. Désormais, commençons par parler plutôt de fête nationale. Oui, Dean Arikba, en dehors peut-être de cet élément dernier pour Patrice Talon, cette célébration aura ou a-t-elle une connotation particulière à votre lecture, à vous, en tant que journaliste? Je pense que le premier citoyen, je n'ai pas encore dit le premier des citoyens béninois, mais je dis le premier citoyen béninois pour qui cette célébration aura forcément une connotation particulière, c'est bel et bien le premier des citoyens béninois, le chef de l'État, Patrice Talon, qui, conformément à la Constitution du Bénin, a quand même promis et œuvre d'ailleurs, si l'on s'en tient quand même au développement de l'actualité, œuvre d'ailleurs donc pour céder le fauteuil au niveau du palais de la Marina. Et ça va forcément être particulier pour lui d'abord. Et ça va aussi être à connotation particulière pour tous ceux qui se sont retrouvés, toutes celles et tous ceux qui se sont retrouvés dans sa manière de gérer le pays et qui donc ont certainement auraient aimé peut-être même qu'il puisse continuer, mais un bon démocrate doivent se résigner à ce que, comme l'ont fait ses prédécesseurs, enfin, qu'il respecte les règles du jeu et qu'il puisse passer le témoin, quitte à lui, d'ailleurs il ne s'en cache pas, quitte à lui d'œuvrer pour que peut-être le modèle de gouvernance qu'il a mis en place puisse être perpétué. Donc, ça sera entre effervescence et peut-être, pas désolation, mais amertume de le voir. Oui. Comme le disait Roméo, monsieur Roméo tout à l'heure, c'est là l'arrière-goût. Hein, quand on parle d'arrière-goût, ce n'est pas forcément un arrière-goût négatif, ça peut être aussi positif. Ceux qui ne se retrouvent pas par rapport à sa manière de gouverner le pays depuis 10 ans, eux, par contre, ils seraient en train de compter ils sont en train de compter les jours. D'où le compte à rebours qui est dans le libellé de ce premier sujet dont nous débattons me paraît très intéressant parce que c'est un compte à rebours dans les deux camps. Un compte à rebours pour l'opposition qui se dit, bon, tiens, il va célébrer sa dernière, enfin, il va présider la dernière célébration de notre indépendance ou fête nationale si on veut d'ailleurs, et en même temps à nous d'œuvrer pour pouvoir donc être ceux qui organiseront la prochaine. Et lui, il ne s'en cache pas, j'y reviens, il fera tout, il a dit, pour que ce soit quand même un des siens, d'accord. Cela dit, voilà, soit le bloc républicain, soit l'UPR en l'occurrence, que ce soit l'un de ces deux partis-là qui puisse quand même continuer la gouvernance du pays. Et donc, pour nous autres, en tant que citoyens lambda, tout ça est quand même comment on appelle ça, est quand même le citoyen lambda observera tout ça quand même avec satisfaction parce que qu'on le veuille ou pas, les prédécesseurs de son essence, M. Patrice Talon, ont géré le pays à leur manière, en l'occurrence pour ce qui est des fêtes de l'indépendance organisées à leur manière. Il est venu avec sa façon de faire les choses, il a relevé le niveau de l'organisation et nul doute que cette fois-ci, ça va être la DER des DER, ça va être fait avec Maestria comme d'habitude. Les pays de l'AES, malgré le chaud et le froid que le Bénin souffle avec ces pays-là ces dernières années, ils ont été invités. Je ne sais pas si en temps la confirmation a été faite de leur présence. Mais le spectacle sera certainement intéressant. Et après ce spectacle, le compte à rebours continuera. Justement, quand on parle du rebours, Roméo Aïssegbe, est-ce que vous sentez que cette célébration à venir constitue une pression, ne serait-ce que
pour toute la classe politique, pas seulement que de la majorité, mais également pour l'autre bord politique? Bien sûr, c'est une pression et c'est indéniable d'ailleurs à la vie politique du pays. Et qu'il vous souvienne, il y a sur pas mal de lèvres, on entend dire que l'ambiance qui règne à quelques jours déjà même des joutes électorales de 2026, qu'on ne sent pas d'une certaine manière une effervescence. Ça veut dire que les gens sont presque à la limite, prêts à bondir. Mais retenons aussi quand même que du camp de la mouvance présidentielle, si je peux me réserver à ceux que je connais mieux, il n'y a pas d'inquiétude, si tant est que nous avons fait ces derniers jours du moins, l'expérience d'une certaine réforme ayant permis à relever le niveau en matière de compétition politique. Ce n'est plus sur la tête de l'individu que nous allons aux élections, mais nous allons aux élections avec du factuel, avec des événements, en tout cas, qui ont marqué la vie des populations à travers les actions du gouvernement. Et parlant d'action du gouvernement, justement, l'organisation de cette fête en fait partie. Et je crois qu'on a beaucoup plus du plaisir à assister à ce défilé aujourd'hui et qui se traduit aussi à travers l'efficacité de ces forces-là dans les épreuves que nous voyons aujourd'hui. Et là, justement, c'est ça qui diminue d'une manière ou d'une autre les arguments par rapport à la minorité politique du pays. Je ne veux pas les nommer opposants parce que tout le monde contribue, et j'y reviendrai, tout le monde contribue à l'évolution du pays. Mais néanmoins, nous sommes en train d'évoluer vers un paradigme, comme j'ai l'habitude de le dire, où l'arène politique est en train de passer à travers des mailles, où seuls les violents vont s'en accaparer. Quand je parle de violence, je ne parle pas de violence physique, mais je parle de violence en termes d'efficacité, de violence en termes d'excellence. Et tout ça là, ressassé, aujourd'hui, dans le calendrier où on se situe, bon, vers la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État, toute une équipe qui se prépare à accoucher des bilans. Et là, je ne chute pas là. Vous allez constater certainement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que cette fête, en fait, l'organisation de ce défilé peut ouvrir la vanne des bilans factuels. Puisque on entend dire déjà dans les médias ou les réseaux sociaux que même l'uniforme de nos forces armées serait digitalisé. Alors moi, à mon niveau, j'ai fait ma petite recherche et j'imagine que à travers ce niveau-là où l'uniforme est localement produit aujourd'hui, avec la technologie, ça voudra dire que nos forces de l'ordre, quand bien même ils seront au front, ça veut dire qu'ils seront aussi assistés par la technologie à cause de leur tenue. Ce qui veut dire que en face, qu'est-ce que celui qui a gouverné le pays les 10 années avant les 10 ans de ce pouvoir pourrait mettre sur la table déjà sur ce plan-là pour parler en termes de bilan. Alors, comme l'a dit mon ami, je n'ai pas retenu son nom. Saïdine, voilà. Si on se base sur des bilans, sur du factuel, l'opposition, à mon avis, gagnerait à aller à l'école de ce qui s'est produit les 10 dernières années. Alors, sauf que personne ne détient la connaissance à 100%. Ils ont leurs innovations à apporter au pays. Néanmoins, le pays a peur de reculer. Le peuple béninois aujourd'hui, tout ce que nous mettons dans arrière-goût, ce que moi je retiens, c'est que chaque citoyen, malgré son sentiment, malgré son appartenance politique, a peur qu'on fasse un pas en arrière, ne serait-ce qu'un demi-pas même en arrière par rapport à la lancée dans laquelle nous sommes engagés depuis 2016. Et c'est cela. Et en matière de bilan, justement, Mohamed Saïti, c'est vrai que vous préférez qu'on parle de fête nationale, c'est votre choix, mais quand on parle d'indépendance, c'est la souveraineté du pays dont il s'agit qui est célébrée aussi. On a vu du chemin, Roméo l'a précisé tout à l'heure, on a fait du chemin durant ces 10 ans. Peut-être que ce 1er août 2025 marquera également le tournant décisif pour une ferveur populaire par rapport à ces acquis que bon nombre de personnes exposent en matière de gouvernance sur Patrice Talon.
Oui, la FEV, nous l'avons dit ici, c'est la dernière de l'ère de la rupture. Et le président Talon nous a habitués à une gouvernance à laquelle, à une gouvernance particulière. On n'était pas habitué à cette façon de gouverner. Monsieur Roméo l'a dit, chacun des présidents a fait quelque chose, mais cette manière de faire diffère. Et là, les gens seront certainement en train de s'interroger sur le devenir de la gestion de l'État. Est-ce que nous allons continuer avec ce qui se fait? Sans doute non, parce que celui qui vient n'est pas Patrice Talon, il aura sa manière de faire, mais nous n'avons pas le droit de reculer derrière. Nous avons, à défaut d'aller devant, que nous ayons ce qui nous est proposé depuis bientôt 10 ans, que nous ayons au moins ça, à défaut d'aller devant. Et j'espère que celui qui viendra, qui qu'il soit, il va s'atteler d'abord à conseiller, à respecter, à protéger les acquis, d'accord, et désormais avec le génie qui est le sien, va essayer de faire des ouvertures pour qu'on trouve également en lui un apport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Voilà un peu, la ferveur elle est là, vous allez, les gens, moi je vous dis, je suis souvent dans certaines classes pour quelques cours et j'échange avec des apprenants, ma foi, des jeunes gens qui apprécient ce qui se fait en termes de réalisation physique, en termes de réalisation matérielle. Je pense que ça va manquer à plusieurs personnes et le prochain président a le devoir, non pas forcément de faire oublier le président Talon sur l'aspect négatif. Il est encore là hein, pour quelques 10 mois. Quelques 10 mois. Presque non. Vous n'avez pas chanté d'avant la fin du mandat, ça reste encore au moins 10 mois, monsieur Saïd. Que celui qui vient quand même, nous donne plus. Nous donne plus, nous espérons cela de lui. Alors, doit-on attendre quelque chose de particulier de Patrice Talon pour ce dernier tour d'Ina Regba? Bon, si vous posez la question à ceux du camp d'en face par rapport à celui de la majorité au pouvoir, ben, on vous dira que on voudrait qu'il fasse preuve de clémence par rapport aux prisonniers exilés dits politiques, qu'il puisse, pourquoi pas même aller à ce que c'était un appel de tout le vœu, un dialogue national, alors que lui, il a déjà fait son dialogue national depuis 2019, après la crise post-électorale des législatives de 2019 justement. Et donc, si vous demandez par contre à quelqu'un qui est de la mouvance, qu'est-ce qu'on peut attendre de particulier de lui? Mais c'est qu'il galvanise davantage son camp et qu'il leur montre le chemin à suivre pour la victoire. Maintenant, les citoyens lambda, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Mais c'est que dans les 10 mois qui restent, que Patrice Talon donne davantage le meilleur de lui-même. Et comme il a demandé à ses ministres depuis pratiquement le début du deuxième mandat, qu'on se concentre, je ne sais pas jusqu'à quelle date il avait dit même ça, il faut qu'il soit concentré sur la réalisation du programme d'action du gouvernement jusqu'à une date vraiment très proche des élections avant de commencer à penser aux jours électoraux. Et c'est d'ailleurs pour cela que la ferveur concernant les élections, il a su faire en sorte que même les opposants ont été refroidis par rapport à ce qu'on a observé par le passé, ou à même 2 ans déjà d'une élection présidentielle, les remous, les trucs là, les brise-pieds, les autres sont observés de part et d'autre. Ce n'est plus le cas maintenant. Et nous sommes les prochaines présidentielles sont en mai, si je me trompe, en avril, voilà, en avril 2016. Et là, nous sommes on n'a encore aucune idée, hein, clairement, de ceux qui seront candidats. C'est c'est les règles du nouveau système partisan. Et donc, la ferveur qu'on pourrait observer, effectivement, pour le moment, c'est la faveur concernant le bilan des actions du président de la République. Et je pense que les voix les plus autorisées sont en train de mener les actions médiatiques qu'il faut pour... vous sentez qu'ils le font concrètement? Bon, vous sentez qu'ils vendent réellement le... Vous savez que le porte-parole du gouvernement, quand même, il n'est pas le seul. en tant que secrétaire général adjoint du gouvernement, est en train de faire une tournée nationale depuis quelques semaines quand même, où il parcourt le pays, où il va... comme le disent vendre certains, les acquis voilà, c'est ça. Non, ma question c'est, est-ce que ça lui a dévolu? Est-ce que c'est de sa seule responsabilité? On a quand même une grande famille, majorité présidentielle. Les députés de la mouvance présidentielle ont leur manière aussi de rendre compte
d'abord de ce qu'ils font à l'Assemblée et aussi de ce que fait le gouvernement dont ils répondent en partie. Donc, tout ce beau monde-là, je pense que va certainement travailler davantage dans les mois qui viennent pour que le bilan là soit davantage valorisé, quitte à ce que ceux qui veulent conquérir, arracher ce pouvoir détenu par l'actuelle mouvance sachent faire des contre-propositions, puissent faire de meilleures promesses qui seront jaugées par le peuple en temps opportun. Pensez-vous que pour ce 1er août, déjà qu'on a entendu parler de l'invitation des pays de l'AES, ces nouveautés, qu'on aura un élément qui marquera réellement l'esprit des Béninois pour ce dernier du chef de l'État? Oui, je le pense et je suis formel là-dessus. La preuve, c'est l'effervescence dans l'information selon laquelle 2 pays de l'AES seraient invités, ce que ça fait déjà dans l'opinion qu'il faut déjà voir. Et moi, je dirais aussi que dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où nous sommes éprouvés, n'est-ce pas, sur le plan de la défense et de la sécurité, et nous focaliser sur ce pan de la sécurité et de la défense nationale, la soif de la population sera différente par rapport à ce que nous avions vécu les années antérieures, puisque nous avons été frappés dans la chair cette fois-ci durant l'année en cours, et nous avons des hommes et des femmes au front en uniforme qui ont riposté avec efficacité. Alors, ça serait aussi en dehors du président Patrice Talon, c'est aussi l'apothéose, c'est aussi le moment d'ovation, n'est-ce pas, aux hommes en uniforme. Et ce peuple le peuple béninois, certainement, aura l'engouement de voir ses fils et ses parents qui offrent leur poitrine pour la sécurité et l'intégrité territoriale. Et de la même façon, à travers cette forme-là, certainement, c'est aussi une demande de plus pour le gouvernement qui va venir après, en 2026, parce que de cet essor, de cet engouement qu'on remarquera chez le peuple par rapport à leur redevabilité, à leur gratitude envers les forces de l'ordre, c'est aussi une pression au gouvernement de mettre à disposition de ces fils et filles du pays qui veillent. Quand je mets les forces de l'ordre, je ne parle pas forcément de ceux qui sont, uniquement de ceux qui sont au fond au nord. Je parle aussi de la police républicaine qui fait un travail formidable pour que nous puissions vaquer à nos occupations, pour que nous puissions circuler, quelle que soit l'heure, sur le territoire national. Alors, vous convenez avec moi que tout cela réunit, c'est beaucoup de choses en un peu de temps, et l'impression de se retrouver dans une posture de est-ce qu'après ce système que nous avons connu, qui finit dans 10 mois, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui va se passer? Le compte est que c'est bien 10 mois ou je ne sais plus. Bon, ce qui est sûr, on est à moins d'1 an. Oui, et qu'on le veuille ou pas, le mois d'août prochain verra un autre président de la République célébrer, n'est-ce pas, les fêtes nationales, si on les prend ainsi. Donc, il faut reconnaître qu'il y a ce sentiment qui habite les Béninois. Mais ça me rappelle quand même quelque chose. Oui, le chef de l'État, dans la période de campagne en 2015-2016, disait aux gens qui l'imploraient, en tout cas qui lui donnaient leur voix, je crois, dans une localité à Alada, il leur disait non, lorsque vous me verrez au soir de ma gouvernance, vous allez me soulever sur la tête. Et je crois que sans le dire, sans souhaiter, sans quoi que ce soit, ce 1er août, c'est une occasion pour la population de le soulever. Bon, sur des faits. Sur des faits. Littéralement, elle ne pourra pas le soulever. Non, bon, quand je dis le soulever, lui-même sait que c'est un langage, c'est une manière de parler, mais c'est une manière de le porter en triomphe par rapport à tout ce que nous avons vu, mais c'est en même temps un défi lancé à tous les camps, à tous les partis politiques et à tous les hommes qui se déclarent pour gouverner ce pays. Et c'est en même temps une occasion pour ceux qui aspirent à gouverner le pays de revoir leur niveau, voir s'ils ont véritablement les qualités requises, parce que c'est de ça qu'il s'agira désormais. Tout le monde a le droit de participer aux élections, tout le monde a le droit de vouloir diriger le Bénin, mais le niveau que le Bénin a atteint en 10 ans aujourd'hui,
Je crois que pour respecter le drapeau national, il faut laisser ceux qui sont capables de pouvoir y arriver, s'intéresser à la chose. Rendez-vous le 1er août sur le boulevard de la Marina pour les manifestations officielles. Bonne fête par anticipation. Et pour ceux-là qui voudraient porter le chef de l'État en triomphe le 1er août, bon, Roméo, oui, vous serez le premier. Certainement, c'est une manière de faire la transition sur le second sujet. Sur l'échiquier politique, mesdames et messieurs, il y a un regroupement politique constitué de mouvements et de partis politiques de l'opposition qui se propose comme une alternative à la bipolarisation de la classe politique, disent-ils. Le bloc de la troisième voie qui se présente comme une nouvelle force parce que le Bénin mérite mieux et ils veulent donner la parole à une majorité silencieuse, je les cite. Alors, Mohamed Saïti, vous, en tant qu'analyste et observateur, comment analysez-vous ce positionnement de ce regroupement sur l'échiquier politique béninois? Alors, bon, d'abord, il faut le voir sous l'angle de l'expression de la démocratie. L'expression de la démocratie où tout le monde est libre de penser et de vouloir participer à la gestion de la chose publique. Et lorsque nous sommes dans un État démocratique, vous avez les droits. Et ce droit, en vertu de ce droit de vouloir participer, ils se sont constitués en un parti et entendent conquérir le pouvoir, puisque désormais, ce sont les partis qui vont à la conquête du pouvoir, ce sont les partis qui désignent ceux qui vont diriger le pays. Ils entendent ce parti, je veux dire, donner la parole à ceux qu'ils appellent les sans-voix. Nous allons voir à l'épreuve ce qui va se passer, mais c'est d'abord un droit constitutionnel. Mais au-delà de cela, oui, Roméo a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il dit le pays a atteint un niveau où on n'a pas le droit de reculer. Celui qui aspire à venir à la tête de l'État, celui qui aspire à gérer, diriger l'État, devrait quand même être d'un certain niveau. Alors, si vous n'avez pas le niveau, franchement, d'ailleurs, la question de système partisan a déjà réglé cela. Parce que tout le monde ne peut pas désormais aller dans tous les sens, dire qu'il est candidat, qui veut faire ci. C'était un peu, si vous permettez, c'était un peu de la pagaille. Mais aujourd'hui, que ce soit l'opposition ou la mouvance, j'ai foi que ceux qui vont être désignés pour porter l'étendard des partis vont quand même en principe être d'un certain niveau. Et si le parti qui vient sur la place publique désormais... Bon, c'est un regroupement politique, ainsi se sont constitués. Ils sont sous la bannière, quand on écoute la déclaration de la nouvelle force nationale, NFN, qui est un parti déclaré de l'opposition. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait qu'on a entendu. De toutes les façons, les regroupements politiques, ce n'est pas quelque chose de formel puisqu'il n'y a pas des alliances de partis. La loi ne permet pas les alliances de partis, si ce n'est pour les questions de collaboration parlementaire. Ici, il n'y a pas les alliances de partis qui soient reconnues par le droit positif béninois. Nous allons voir à l'œuvre ce que ce parti offre. D'où la question prochaine pour vous, Dina Rikpa. Quel crédit peut-on accorder à cette troisième voie qui se positionne en alternative? Vous savez, en France, en 2000, si mes souvenirs sont exacts, puisqu'il est en train de finir ses 10 ans aussi, Macron, en 2000, nous sommes en 2025, je pense qu'il va partir en 2027. Oui, je pense. Voilà, donc 2027. Donc en 2017, par là, c'est un peu ce qu'il a fait avec En Marche, parce qu'il y avait les socialistes et les républicains qui étaient les deux voies. Mais il était dans le gouvernement, un gouvernement socialiste, pourtant il est resté dans le gouvernement tout en œuvrant pour une troisième voie et il a su s'imposer. Et je pense qu'il a atteint, avant de se risquer à cela, il avait atteint une certaine notoriété à son poste de ministre des Finances, si je me trompe. Donc, le crédit qu'on peut apporter à ce regroupement ou à ce nouveau parti dépend, en fait, selon moi, du crédit que les initiateurs ont eux-mêmes d'abord. Donc, quand j'apprends que c'est le NFN et puis, bon, la NFN parce que c'est une nouvelle force nationale et des mouvements politiques et autres, bon, je reste un peu sur ma soif parce que autant dans la mouvance que dans l'opposition, encore que ceux-là sont de l'opposition, d'après leur propre déclaration, il y a des partis qui aujourd'hui sont des poids plumes.
ils doivent le reconnaître. Ils sont des poids-plumes par rapport au système partisan qui est mis en place parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance, pour certains, n'ont même pas encore eu la chance de participer à des élections depuis que le nouveau système là est mis en place. Et pour certains, ils ont participé, mais ils n'ont rien pu récolter. Et donc, là, une troisième voie, c'est peut-être pertinent pour notre écosystème politique actuel, mais faut-il encore que cette troisième voie soit portée par des gens qui ont cette carrure-là. Et je pense qu'à ce niveau, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Est-ce que c'est lors des prochaines échéances législatives ou communales qu'ils vont essayer de s'imposer pour pouvoir peut-être arracher le pouvoir exécutif disons, dans 6 ans, c'est-à-dire pour les prochaines, pas ce qui vient en 2026, mais ce qui viendra en 2031. Bon, reste à savoir. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup pour ma part, il n'y a pas beaucoup de crédit ni de crédibilité à accorder à ce qui vient d'être né. Alors, Roméo Aïssegbe, est-ce que vous comprenez un peu leur positionnement au-delà de ce qu'ils disent, en tout cas offrir une voix pour la majorité silencieuse? Est-ce que vous comprenez l'offre qu'ils proposent en termes d'alternatives? Merci beaucoup. Je perçois, je dirais, leur offre dans le sens que portent les mots qu'ils ont utilisés. Mais dans 2 contextes, vous verrez avec moi que ça ne dit pas la même chose. Je laisse d'abord le contexte du cadre béninois et je prends l'excellence par rapport à leur idéologie qu'ils développent dans le cadre de la France. Et ces voies, dont la troisième voie dont ils parlent, a eu impact, selon moi, par exemple, si je prends le courant 2025, avec François Bayrou. C'est dans un contexte où les idéologies se sont déjà ancrées dans un système politique où il n'y a plus de l'eau potable à attribuer à telle zone ou telle zone, il n'y a plus de système sanitaire à rénover ou à construire carrément, il n'y a plus un certain nombre de b.a.-ba, des besoins de la société à satisfaire, que les politiques, les hommes politiques, commettre une évolution dans les débats politiques pour aller vers les idéologies. Et donc, vous avez constaté avec moi qu'il y a eu impasse par rapport au gouvernement Macron, où on a dû faire appel à un centriste pour pouvoir équilibrer. Alors, comprenez avec moi, quand je viens dans le cadre béninois, où quand on prend les partis politiques, ils ne donnent pas leur dénomination, mais sans idéologie. Et je me suis amusé à voir un échange en direct aujourd'hui avec deux grandes personnalités respectées, où l'autre disait, écoutez, de 2006 à 2016, nous avions vécu un gouvernement hyper avancé dans le social. C'est un exemple. Alors, quelqu'un qui se positionne dans la gouvernance 2016, courant 2016 pour 2026, explique, mais attendez, pour quel impact votre social? Alors, l'autre attaque la gouvernance de 2016 à nos jours comme antisociale. Mais quand on recule un peu de 2006 à 2016, il y a eu ce qu'on appelle social, mais il y avait à peine 1000 enfants dans les écoles primaires qui étaient pris en charge, n'est-ce pas, par le programme alimentaire mondial, encore pour les repas, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le système de 2016 à 2026, où nous sommes passés à 1 million et plus d'enfants qui prennent 2 repas chauds dans le même cadre, sans l'appui du programme alimentaire mondial. Si nous nous basons sur ça, quel est le parti politique ou bien le système politique au pouvoir qui est antisocial? Si sur le fait du factuel, on a dû constater, on prend microcrédit au plus pauvre, puisque je vais dans le sens des extrêmes. Qu'on voit là où vous voulez en venir. Bien sûr, je vais dans le sens des extrêmes avant de revenir à ceux qui annoncent cette fictive voie qu'ils appellent troisième voie. Parce que ces 2 extrêmes, vous convenez avec moi que chacun revendique, agit dans un sens qui en réalité est le même sens. Et que si on prend les démocrates pour les nommer, ils sont très proches des socialistes.
Et quand on prend les républicains, ils sont des libéraux. Et voilà que les républicains ont plus impacté de façon factuelle dans le social que les démocrates qui avaient fait 10 ans au pouvoir. Dans ce contexte, de vous à moi, l'impasse va se retrouver où, si les démocrates disent que nous voulons porter le truc, l'évolution dans tel sens, et c'est dans le même sens que les républicains ont porté avec excellence. Cette troisième voie n'aura aucun impact dans la vie politique du Bénin. Et je vais vous dire... Ils s'offusquent justement de cette polarisation, bipolarisation si vous préférez. En tout cas, que le débat tourne autour que de deux figures majeures. Malheureusement pour eux, ils se fixent sur des personnes. Et pour vous donner des exemples, maintenant moi je suis fixé sur des groupes politiques. Vous voyez, l'erreur est que justement pour eux, la troisième voie dont ils parlent, c'est qu'ils vont trouver une figure emblématique qui va incarner ça, alors que c'est tout faux. C'est déjà dès le départ, c'est déjà étouffé dans l'œuf. Et je vais vous dire, tous ceux qui décident de rester au centre meurent en matière politique. Et s'ils ont trouvé que dans la collaboration avec les démocrates, parce que nous avons vu dans ce groupuscule-là, d'autres qui se sont déjà affirmés pour être dans la chaîne des démocrates, même un cadre de concentration de l'opposition. Oui, la NFL. Alors, s'ils trouvent que la figure emblématique, puisque nous sommes encore à ce niveau-là, où il faut choisir un leader charismatique, alors que les réformes sont en train d'évoluer pour casser cette pagaille-là, s'ils trouvent que le leader emblématique, charismatique, qui devrait désigner ou bien opiner sur, aura le veto à 90%, voire 99% sur le candidat choisi, et qui se soustrait, et qui se disent que, bon, de l'autre côté, c'est le chef de l'État qui aura de voix sur les autres partis, et qui se soustrait, pensant que, bon, au milieu, dans leur sein, ils vont trouver quelque chose que le peuple va suivre. Excusez-moi, ceux qui espèrent être des personnes sans voix sont en fait aisément défendus par les syndicats, par la société civile aujourd'hui. Bon, ils peuvent toujours avoir des voix, qu'on peut toujours non, défendre. Politiquement parlant, c'est que nous sommes en train, comme on l'a dit sur ce plateau merveilleux, nous sommes en train d'évoluer vers un fait où la population est devenue exigeante. Et je l'ai dit dans l'une des émissions sur ce plateau que si la population ne s'est pas soulevée contre les 20% qui sont constitués pour les politiciens comme des montagnes à surmonter, c'est parce que les populations ont trouvé que les réformes les ont valorisées et qu'il faut venir les convaincre plus que ce qui est factuel là, avant qu'ils n'accordent leur voix à un politicien sur 100 votants, que 20 leur accordent leur voix. Donc, que quelqu'un se mette au milieu, Bon, pour vous, c'est beaucoup plus un besoin d'exister qu'une alternative. Justement, ils se sentent absorbés des deux extrêmes. Mohamed Saïti, vous avez la parole sur cette analyse. J'irai dans le même sens que Roméo pour dire que c'est beaucoup plus un besoin d'exister que de se constituer en une alternative. Alternative à quoi? Que cette bipolarisation, nous ne parlons que de deux clans, si vous voulez. Moi, je mets même ça sous la bannière de deux partis, ou alors de deux ensembles. Un ensemble opposition, un ensemble mouvance, et que eux autres, désormais, bon voilà, ils vont être la voix de ceux... Mais quand vous allez, la discussion entre citoyens, allez-y sur les réseaux, vous allez voir. Des gens qui soutiennent les actions du gouvernement. Il y en a également qui ne soutiennent pas. Ils s'expriment là-bas. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent s'afficher dans cette arène. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Ça va être un peu compliqué désormais, puisque avec la désormais loi sur les partis politiques et autres, ma foi, voilà, nous avons d'ici janvier un premier test pour voir si véritablement ils vont constituer cette alternative. Ils ne sont pas tenus de participer aux élections. Encore là, c'est dangereux. Pas constituer un parti politique, on parle c'est dangereux si vous ne participez pas. Peut-être qu'ils évolueront vers un parti politique, on n'en sait trop rien. Si vous ne participez pas aux élections, si vous constituez un parti politique, vous ne participez pas à deux élections, vous êtes effacé. Hein? On ne veut plus de la comédie sur l'espace politique aujourd'hui. Oui, Dina Arikba, beaucoup plus un besoin d'exister. On conclut là-dessus. Oui, parce que même le chiffre 3 employé, moi je me dis, aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas déjà 3 à 4 voix d'ailleurs sur l'échiquier politique? Et pour qu'on vienne parler de troisième voie, parce que vous prenez FCBE est particulier, FCBE n'est pas
n'est pas clairement dans l'opposition. Je vous en prie, Non, c'est je vous en prie, la des FCDE, faits, c'est des parti faits, c'est des faits, politique, c'est des faits. Ils sont de pas, l'opposition. peut-être ils sont de l'opposition, ils forment, constructive. voilà, constructifs ou modérés. Donc, ils sont- Alors que les ils sont vers le démocrates, centre. voilà, alors que les démocrates sont ce qu'on appelle en griffe opposition radicale. Les autres UPR, BR sont, moi je les Mouvance appelle la constructive. mouvance radicale. Alors que Moëlle Bénin, et UDBN et autres, c'est, non, Renaissance nationale désormais, c'est la mouvance constructive. Oui. Donc vous voyez, il y a déjà près de 4 voix à mon entendement, donc eux, c'est peut-être la 5e voix. Et cette 5e voix va devoir tourner fort, se formaliser et ne pas le faire, excusez du peu, à la manière de le libéral, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé après. Donc qu'ils fassent bien les choses et voilà, ils n'ont qu'à venir compétir. S'ils y arrivent, on verra bien. Bien, allez, on finit. Romeo Aïsségui, pour conclure. Pour conclure, moi, sur ce sujet-là, je pense que nous sommes suffisamment mûrs. Hein. Je veux parler en termes du peuple béninois, que ce que nous demandons à la classe politique aujourd'hui est arrivé à un niveau très important. Et pour construire le Bénin, avec l'accord de gouvernance qui n'exclut même pas une possible accord entre les démocrates et les républicains ou les UPR, je crois qu'aucune voix ne pourrait se prononcer comme une troisième voie parce que nous avons le Bénin à construire et vu là où nous en sommes par rapport aux 65e année, hein, n'est-ce pas, d'indépendance et les 35 années à venir pour atteindre 2060, je crois que ce qu'il y a pour le Bénin, avant qu'on ne parle d'idéologie, c'est de construire le pays, c'est de mettre tout le monde au même niveau, hein, au même niveau social et de permettre à chaque citoyen de réfléchir, d'étudier et de se donner sa voie idéologique. Merci à vous, Romeo Aïsségui, vous êtes analyste politique. Mohamed Saïti, vous êtes juriste. Et Dina Rekpa, vous êtes journaliste. Rassurez-vous, vous allez pouvoir enlever le chat de votre gauche puisque nous en avons fini. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de ce dernier tour, en tout cas en matière d'organisation de l'indépendance. Patrice Talon, ce que cela représente pour le citoyen lambda et également pour toute la classe politique. Et nous avons essayé de comprendre le positionnement de la troisième voie qui est un regroupement de mouvements de partis politiques de l'opposition. Nous vous rappelons que toutes nos positions restent disponibles sur nos plateformes numériques. On se retrouve demain avec d'autres invités et d'autres thématiques, bien évidemment, toujours avec le même plaisir. E-Télé, avec vous, pour vous. Très belle soirée.